C'est une bombe qui pourrait tout faire sauter. Il y a deux fils, un détonateur, du plastique. Et 11 bouteilles de gaz exploseront en même temps. Et puis voilà. Donc si les 11 bouteilles de gaz explosent, les 2 chariots de dioxyde de soude qui sont autour, vu que c'est une matière très explosive, elles péteront aussi. Et ça aura quel effet? Un effet dévastateur, je pense. Pour s'opposer à la fermeture de son usine, Gabriel a aussi piégé avec ses collègues l'intérieur des bâtiments. C'est simple, hein. C'est pareil, c'est du gaz, des pneus qui seront aspergés de gasoil ou d'essence, enfin de gasoil. Il y a du gaz. Les bouteilles sont pleines. Hein. Les dégâts pourraient être considérables. Et dans ce village de Vaux, au cœur de l'Auvergne, les habitants tremblent. Tous les riverains, là, on va sauter avec. Enfin, on va pas sauter, mais les vitrages, on va en subir les conséquences. Ça serait quoi les conséquences, vous pensez? Vous savez bien, quand ça explose, les vitrages vont péter, que... Je sais pas, moi... ça me fout quand même un petit peu la peur. Ce monsieur est également à bout de nerfs. Mais moi ça, là, chaque fois quoi. Et c'est tous les jours, là. Et avant la fumée, là, ça fait, là. Regardez. Alors quand elle vient par là, eh ben, ça tombe tout, là. Et ça vous fait peur qu'il fasse exploser l'usine? Ah ben, un peu, oui. Parce que si ça fait exploser, ça va exploser toutes les toitures, là. Et puis peut-être nous avec. Alors j'espère que non, hein. En plus de cette menace d'explosion, le village est sous tension depuis des semaines. Les ouvriers, qui veulent à tout prix sauver leur usine en difficulté, mènent régulièrement des opérations commando. Ce matin, Gabriel, l'artificier, et ses collègues veulent forcer la porte du maire. Laisse avancer les voitures. On ne lui demande pas grand-chose. Un petit bonjour, je vous soutiens les gars. Mais cette personne-là, on l'a jamais vue. Hop, on va le chercher, le maire! On veut voir le maire! On veut voir le maire! Attention, vous allez faire des traces! On veut le maire! Ah là là, ça c'est encore un homme courageux, ça! Ah ouais. L'élu n'est pas dans sa mairie. Comme d'habitude. Bah, si on le voit pas, vous lui direz merci de notre part. On est employés, hein. Vous lui direz qu'on repassera tous les jours. Mais on repassera. C'est pas fini encore. On n'est pas là. Pas grave, on l'aura. Ouais, qu'il y a pas de boulot. Pas grave. En fait, le maire est retranché chez lui. Bonjour monsieur, je m'excuse de vous déranger mais on n'arrive pas à vous trouver en mairie. C'est vrai, Pourquoi vous n'allez pas les voir parce que moi je veux pas être agressé, hein, comme ils sont intervenus à la mairie, je suis désolé. Moi, comme si petit maire de la commune, je pouvais quelque chose. Si j'avais pu quelque chose, ça se saurait. Et qu'est-ce que vous pensez de leur initiative des bouteilles de gaz là? C'est scandaleux. Hein, les gens ont peur. Vous pensez qu'ils sont capables de faire sauter l'usine? Pourquoi pas? Les ouvriers en sont arrivés à cette extrémité par désespoir. La plupart ont toujours travaillé ici. Comme Gabriel. À 55 ans, il est toujours ouvrier et gagne 1 200 € par mois. Vous y avez passé combien de temps dans cette usine vous? Là, ça fait... Difficile d'en parler? C'est quoi en fait qui est difficile exactement? C'est d'en avoir chié pendant 26 ans. Et de foutre dehors comme un chien. C'est surtout ça. Pourtant, son entreprise a longtemps fait la fierté de la région. Comme le clame ce film promotionnel.
Elle a été installée dans le village de Vaux en 1984 par le groupe familial Bréa. C'est une fonderie spécialisée dans les pièces d'aluminium pour les moteurs d'automobile. Dans les belles années, elle compte 800 salariés et travaille pour de nombreuses marques. Ferrari, Audi, Alfa Romeo, Renault ou encore Peugeot. Avec Bréa, nous entrons dans le monde de l'excellence et de l'innovation. Avec la crise de 2008 et la chute des ventes de voitures en Europe, c'est le début des ennuis. L'usine dépose plusieurs fois le bilan, change de propriétaire et les effectifs fondent à vue d'œil. Mais en 2011, tout le monde croit qu'elle est sauvée, avec l'arrivée du groupe industriel américain DMI. Il ne reste plus que 168 ouvriers, mais leurs emplois semblent solides grâce à un nouveau contrat avec Ford. En juin dernier, c'est la douche froide. Ford annule ses commandes et DMI dépose le bilan. Depuis un mois, les ouvriers excédés par cette énième déconvenue bloquent l'usine. Ils se sont emparés du stock, qui finit au feu. Comme ce grand moule qui sert à fabriquer des pièces de moteur pour camions. 200 kilos, ça. Et ça coûte combien? C'est pas excessif. 35, 40 000. Voilà. 40 000 euros? Oui. Ils en jettent à la pelle et menacent de tout faire sauter s'ils n'obtiennent pas de fortes indemnités de licenciement de 50 000 euros ou bien alors un nouveau repreneur. Derrière tous ces ouvriers, comme Ludovic, 47 ans, ce sont des familles entières qui sont dans l'angoisse. Car ce petit coin d'Auvergne autour de Montluçon, qui a longtemps été très industriel, voit ses usines fermées les unes après les autres. Là, je ne sais plus ce que c'était, il n'y avait plus rien. Là, je ne sais plus ce que c'était comme usine, il n'y a plus rien. Et là, il y a des bâtiments, je ne sais même pas ce que c'était, c'est fermé. Ça, c'est à louer aussi. Là, ils sont 70 là-dedans. Mais ça marche, a priori, ça marche moyennement. Si sa fonderie met la clé sous la porte, Ludovic a beaucoup à perdre. En 25 ans de maison, cet ancien ouvrier a gravi les échelons pour devenir responsable d'atelier et gagne près de 2 000 euros par mois. S'il a quasiment fini de rembourser son pavillon, il doit encore payer les études de ses 2 adolescents. Alexis, Léa. Sa fille de 15 ans est en seconde. Son fils de 19 ans vient de rentrer en fac à Clermont-Ferrand. Vous voulez des champignons? Non. Même s'il peut s'appuyer un temps sur les 2 500 euros de salaire de sa femme, prof d'histoire géo, pour trouver un autre job, il envisage de quitter sa région. Il y a quand même moins de chances que je trouve sur Montluçon que sur une grande ville. D'accord? Moi, je pars pas. Non, on t'a jamais dit de partir. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Ah, si. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de prendre une chambre quelque part et puis revenir tous les week-ends. Hein. Au pire, voilà. De toute façon... Enfin, s'il faut payer l'internat, une chambre à Clermont, une chambre ailleurs, fortement que tu trouves un super salaire, quoi. Ouais, puis rester au SMIC ou pas travailler à Montluçon. Ah bah oui, oui. Et à Montluçon, je sais pas où je pourrais rentrer aujourd'hui. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je suis pas encore dehors. On est devant le feu, tous les jours. Et on verra où on roule. Non? À l'usine, dans cette ambiance très tendue, l'administrateur judiciaire, dont la tâche délicate est de trouver une solution, est toujours accueilli très fraîchement. Ah bah le là, notre administrateur. Il arrive. Ah si, ça l'est. Hein. Même les fumées, on arrive à le voir. Gabriel, l'artificier en chef, qui est surtout délégué syndical, veut savoir où en sont les négociations avec le seul industriel intéressé par une reprise. Bonjour monsieur Robin. Bonjour. Monsieur, voilà.
Vous avez des bonnes nouvelles? On va en discuter. On a un repreneur, mais il est en train de travailler à la finalisation de son projet de reprise. Donc il attend d'avoir des garanties des uns et des autres. Ça fait quand même 7 mois aujourd'hui que ça dure. Donc, Les ouvriers espèrent que ce sera enfin tranché une semaine plus tard, le 21 février, date de l'audience au tribunal de commerce. Mais l'administrateur va leur annoncer que cela peut encore traîner. Est-ce que le 21, on arrête ou on continue ou on fait quoi? Tout dépendra ce que nous aurons sur la table le 21, monsieur. Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui parce que ça dépend de tout un tas de paramètres. Il y en a un peu ras-le-bol. Ça dépend. C'est le tribunal qui, au final, de toute façon, prendra la décision en fonction de l'avis des uns des autres. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en ai un ras-le-bol et c'est tout. On est tous pareils, on a tous marre. Franchement, on n'en peut plus. Il faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Ouais, ça fait trop longtemps que ça dure. on joue avec nos nerfs. On joue avec nos nerfs, point à la ligne, et puis voilà quoi. Ludovic et tous les autres sont à bout, car on ne cesse de leur souffler le chaud et le froid. La presse a relayé leurs menaces de tout faire sauter. Et du coup, à Paris, les pouvoirs publics sont prêts à les recevoir. C'est pour cette raison que ce matin, Gabriel, le syndicaliste, a quitté son bleu de travail pour ce manteau bien coupé. Messieurs, bonjour. Comment qu'il est bon! Oh là là! Oh la vache! Et rasé en plus. Il est 5h du matin et à la mi-journée, il a rendez-vous à Bercy. Je suis en ministre là! Et pour aller voir la Rockefeller, tu t'es mis bon quand même. Et tu crois que ça va avancer quelque chose là-haut? Oui, on va faire notre possible, on va se faire entendre, même s'ils commencent à sortir leurs grands discours politiciens, on va dire, attends, nous on habite à la campagne, mon petit gars, on va parler d'homme à homme. Et puis je vais pas me gêner pour leur dire ça, attends. On va prendre la route, nous, parce qu'on ne voudrait pas être en retard, ça la foutrait mal. Je t'envoie la Tour Eiffel en SMS. Et Gabi, s'il faut monter sur un table, tu montes. Hein. Pas de problème. Après 4 heures de route, Je vois pas pour l'instant. voilà les ouvriers du village de Vaux sur les quais de Seine Là, on cherche le ministère de... à chercher les bureaux d'Arnaud Montebourg. C'est là-bas. Je regarde en l'air, mais je vois pas pour le... 145, là, nous on a, c'est 139. Il faut qu'on avance encore apparemment. Ils attendent du ministre du redressement productif qu'il intervienne pour que leur fonderie soit reprise. La rencontre va durer 2 heures. Et à la sortie, Gabriel, qui croyait à un miracle, a une petite mine. Ça s'est passé pas comme on l'espérait. On a certifié qu'il y avait des petites avancées. Est-ce qu'elles sont assez suffisantes? On ne sait pas. Si on a de la chance, ça peut se décanter à la dernière minute. Si on n'a pas de chance, eh ben c'est... 168 licenciements dans les jours à venir. Dans une semaine, le 21 février, le tribunal doit choisir entre la liquidation ou la reprise. Et tous les regards se tournent vers l'unique industriel intéressé. On peut le trouver dans le Lot-et-Garonne, à une 50aine de kilomètres de Cahors. Dans cette autre fonderie, qu'il a rachetée il y a 4 ans alors qu'elle était au bord du gouffre. Le possible sauveur de l'usine de Vaux porte des costumes italiens. Sì, Claudia, che è molto bella, ci sono ancora ragazzi per oggi, ma vabbè, cambia niente. Gian Piero Cola est un homme d'affaires turinois. Ici, pour redresser la situation, il a licencié 1/3 des salariés. L'homme qui arrive, c'est le chef de la fonderie. Bravo. Mais il a développé de nouveaux débouchés pour ces pièces de moteur de camion, qu'on appelle des chemises. Et cette machine, avec plusieurs opérations, ils nous font sortir la chemise finie. Cette chemise, il va être installée dans un moteur. Ces chemises, ils vont en Italie, au Brésil et en Chine. Il exporte dans 16 pays. À la veille de l'audience décisive au tribunal de commerce, il hésite toujours à reprendre la fonderie de Vaux. Il continue de se poser des questions sur sa rentabilité avec ses collaborateurs au bout du fil.
c'est moi je vous dis, vous pensez qu'objectivement, la technologie, ça vaut pour vous et pour Yannick, la technologie de DMI, on peut l'exploiter, vu les contacts qu'on a avec les autres clients. À votre avis, on ne peut vraiment sortir, ou on va vraiment contre le mur? Après, c'est ça aussi. Hein. Mais après, c'est nous faire de la productivité et faire travailler le monde. Attends. Pour se décider, il veut que l'État français pousse Renault, l'un des gros clients de l'usine en difficulté, à commander des pièces pour au moins 2 ans. Et jusqu'au dernier moment, il attend une réponse. Pour l'instant, c'est plutôt négatif ce que vous entendez. Non, c'est ni négatif ni positif. J'attends. On ne sait jamais. Jusqu'à quand vous allez attendre? Ce soir. Donc demain matin, vous saurez. À mon avis, je le saurai dans la nuit. À mon avis, dans la nuit, on saura on a quelques possibilités de reprendre des millions. Si vous voyez à l'audience, c'est bon signe. Voilà. Simplement ça. Mais je peux être alerté à 4 h du matin. Sur ça, je ne rigole pas. Pour l'instant, les bonbonnes de gaz sont toujours en place. Jeudi 21 février, à Montluçon, c'est le jour J pour les ouvriers en sursis. Gabriel, Ludovic et tous leurs collègues se rendent à la fameuse audience au tribunal de commerce. Merci. Merci. Si la liquidation est prononcée, ils restent déterminés à tout faire sauter à l'usine. Dans la salle d'audience, ils retrouvent l'administrateur judiciaire, ici à gauche. Mais mauvais signe, l'industriel italien ne s'est pas présenté. Vous pouvez vous asseoir. Les ouvriers sont suspendus aux paroles de la présidente. Le tribunal de commerce de Montluçon, après en avoir délibéré conformément à la loi, maintient la période d'observation et rappelle l'affaire le mardi 5 mars 2013 à 14 h pour examen de l'offre ou prononcé de la liquidation judiciaire. L'audience est levée. Les juges accordent un délai de 10 jours, dans l'espoir que les négociations avec l'Italien finissent par aboutir. T'as un petit espoir encore, Michel. J'en avais marre. Ça fait 10 jours. Encore 10 jours à attendre, comme dit Reda. Ça va être long. Les ouvriers préfèrent ne pas se bercer d'illusions. Cela fait maintenant 5 ans que leur usine est ballottée de dépôts de bilan en plan de sauvetage. Attends, je vais faire un petit peu de feu parce qu'on a trop. Si cette fois-ci encore ça ne marche pas, Gaël aura-t-il vraiment l'audace de faire exploser sa bombe ?